Messieurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les meilleurs du YouTube Cinéma n'étaient pas disponibles. La cible d'aujourd'hui est connue de tous. Top Gun Maverick, 1,7 milliard de dollars de recettes au box-office, une presse dithyrambique et même plusieurs nominations aux Oscars. Rien à dire, c'est un succès. Mais, car oui, il y a un mais, nos meilleurs agents du renseignement suspectent que ce Top Gun Maverick, suite du ô combien célèbre Top Gun, réalisé par Tony Scott, paix à son âme, soit en réalité un mauvais film d'action. Votre mission consistera donc à réaliser une vidéo courte, synthétique et argumentée, qui mettra en évidence les preuves formelles de cette trahison faite au blockbuster américain. Alors, qui a assez de cran pour s'attaquer au meilleur des meilleurs? Look of Pop. Vous pensez avoir les épaules assez solides? Ouais. Vous êtes conscient que vous avez tout à perdre? Avec ses 450 abonnés, il perdra pas grand-chose. Au contraire, monsieur. J'ai tout à gagner. Salut les popistes! Aujourd'hui, je m'attaque aux séquences d'action de Top Gun Maverick. Et non, je ne vais pas en dire que du bien. Alors oui, je sais, Top Gun Maverick, c'est pour beaucoup d'entre vous l'un des meilleurs films d'action hollywoodiens de ces dernières années. Mais pour ma part, je suis sorti de la salle extrêmement déçu. Et pourtant, j'étais le client idéal pour ce film. Fervent défenseur de l'acteur Tom Cruise et fan un peu honteux du premier opus. Alors, pourquoi Top Gun Maverick n'est pas selon moi un bon film d'action? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer. Avant de commencer, sachez que je ne dirai pas grand-chose du film en général. Je vais exclusivement m'intéresser aux séquences d'action dans cette vidéo. Mais bon, je vais quand même dire 2-3 trucs. Premièrement, pour moi, Top Gun Maverick, c'est vraiment un blockbuster fanservice ostentatoire typique de notre époque. Deuxièmement, je dirais que Top Gun Maverick, c'est un film premier degré, mais qui paradoxalement n'assume jamais vraiment le drame et ses conséquences. Et troisièmement, Top Gun Maverick est un film extrêmement feignant dans l'écriture de ses personnages. Who are your friends? Payback. Fanboy. Hey, Coyote. Hey. À côté, je trouve que le premier opus a tellement plus de personnalité. Son esthétique publicitaire racoleuse mais extrêmement séduisante, sa manière de jouer volontairement ou non d'ailleurs avec les sous-textes. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Ces changements de tonalité bien gérés et typiques des productions Bruckheimer-Simpson avec un deuxième acte bien dark. Souvenez-vous tout de même que la mort de Goose et le trauma de Maverick constituent la majeure partie du film. Mais bon, laissons tout ça de côté, je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre d'écriture en allant voir Top Gun Maverick. La seule attente que j'avais en réalité, c'était de voir des combats d'avion. Plus précisément, j'attendais que Top Gun Maverick prolonge et dépasse ce que le premier film avait réussi à faire en termes de séquences aériennes. On peut reprocher à Top Gun premier du nom d'être une publicité pour l'armée, ce qu'il est. Il faut aussi reconnaître la qualité esthétique de ses prises de vue aériennes, coordonnées par les instructeurs de l'école Top Gun eux-mêmes et qui font encore référence aujourd'hui. Bien sûr, le film est limité par les moyens techniques de son époque, et oui, le montage participe grandement à la clarté de ses séquences d'action. Mais justement, en 2022, avec Top Gun Maverick, on était en droit de rêver à un très grand spectacle qui userait du meilleur des technologies actuelles pour nous offrir un spectacle hors norme. Le début commence bien d'ailleurs avec la séquence Dark Star qui convoque à peu près tout ce que l'on attend d'une séquence d'action réussie. La lisibilité d'abord. J'ai pas besoin de forcer mon regard pour comprendre comment se déploie l'action dans l'espace. La scène dessine une géographie nette grâce à des plans larges et un montage aéré. Ensuite, la physicalité. Le cockpit vibre, il y a des effets de flou qui nous immergent avec Maverick dans l'avion. Bref, on ressent la scène autant qu'on la comprend. Et puis enfin, il y a le drame.
Une séquence d'action n'a pas forcément besoin d'être hyper dramatique pour être réussie, mais plus elle traduit des enjeux propres au film et mieux elle impliquera le spectateur. Ici par exemple, la séquence nous montre Maverick brisant un record de vitesse avec un avion secret de l'armée contre les ordres de son supérieur. Cette séquence caractérise donc d'emblée le personnage de Maverick, qui n'est que vitesse, intrépidité, parce qu'une fois le record battu, il désobéira une fois de plus aux ordres et poussera l'avion jusqu'à son point de rupture et donc jusqu'à l'accident. C'est même la seule séquence du film où l'on retrouve la patte un peu esthétique de Joseph Kosinski, le réalisateur du film, qui avec son goût de la géométrie et du design, emballe le tout d'une élégante imagerie, quelque part entre la maniaquerie de Stanley Kubrick et le formalisme de George Lucas. Non, vraiment, ça commence très très bien. Et puis, à la 34e minute du film, on a ça. Et là, je suis désolé, mais quelque chose ne va pas dans cette séquence. Alors, reprenons nos 3 principes d'une séquence d'action réussie. Est-ce que ce sont les enjeux dramatiques ? Je dirais pas vraiment, parce que la séquence est là pour nous montrer que c'est Maverick le boss dans ce nouvel opus et que ses élèves ne sont bien sûr pas à la hauteur. C'est léger, mais tout à fait suffisant pour engager le spectateur. Est-ce que ce serait la physicalité ? À première vue, je dirais non, d'autant que ce sont véritablement les acteurs qui sont dans les cockpits. En tout cas, c'est ce que la promo du film nous a vendu, et on voit leur corps qui encaisse léger grâce à cette caméra embarquée qui nous maintient au plus près d'eux pendant la séquence. On ressent donc tout de la difficulté à piloter ces engins. Mais alors le dernier point, la lisibilité, là, on n'y est pas du tout. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas du tout compris ce qui se passait dans cette séquence. Enfin, si, j'ai compris que Maverick éliminait un par un les autres pilotes et qu'ils étaient tous dégoûtés. Je l'ai compris via l'écriture du film, notamment via ses dialogues, mais je ne l'ai pas vraiment fait l'expérience de la virtuosité de Maverick. Or, pour adhérer à l'idée que Maverick est bien le meilleur pilote, encore faut-il que je le perçoive visuellement, que je tire un certain plaisir de ce spectacle. Et le principal coupable de ce manque de lisibilité dans cette séquence, c'est en premier lieu le montage. Regardons ça de plus près. Sur cet échantillon de 10 secondes, j'ai compté 11 plans. Ça fait moins de 1 plan par seconde. Et si on regarde d'un peu plus près, presque tous les plans font la même durée. Ce qui donne un montage très droit, l'équivalent d'un kick de batterie métronomique. Pour confirmer cette impression, j'ai fait le même test avec une autre séquence située cette fois à la fin du film, lors du climax où Maverick et Rooster combattent dans le F-14, et j'ai le même résultat. Sur 2 minutes 25 de séquence d'action, le montage est sur un rythme frénétique entre 9 et 11 plans toutes les 10 secondes, parfois même 12, 13 plans toutes les 10 secondes. Une seule fois seulement, le rythme du montage descend à 7 plans toutes les 10 secondes. En tant que spectateur, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour comprendre où sont les avions les uns par rapport aux autres. Alors certes, au bout de plusieurs visionnages, je commence à choper le truc, mais je veux dire, ce n'est pas plaisant de devoir se concentrer pour apprécier une scène d'action. L'action au cinéma devrait être lisible sans effort de ma part. À ce montage hystérique et métronomique s'ajoute une deuxième difficulté. Une utilisation complètement nouvelle des plans de cockpit au cinéma. Car oui, Top Gun Maverick use d'un dispositif de caméra embarqué qui nous a été vendu comme la grande nouveauté de ce nouvel opus. Contrairement au premier film, les acteurs seraient véritablement dans les cockpits pour une impression de réalisme maximal. Alors ces plans cockpit, j'ai envie de les appeler les plans GoPro. Alors ce ne sont pas du tout des GoPro qui ont été installés. On parle ici de caméras Sony Venice avec un système d'extension, donc plus facile à placer dans les petits espaces. Mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le rendu esthétique et l'impact sur le spectateur. Et ici, le rendu a quelque chose de l'effet GoPro. On a des plans filmés en très courte focale et donc des plans très larges, au milieu duquel le pilote est un peu perdu, il faut le dire. Et puis du coup, ça donne cet aspect quasi documentaire, voire perche à selfie, car la caméra a été opérée directement par les acteurs sans aucun effet de lumière ou de mouvement d'appareil. Ça donne un résultat assez peu cinématographique, je dois dire, et en tant que spectateur, ça me fait sortir de la fiction. Mais revenons sur la largeur du cadre en courte focale, qui change absolument tout par rapport au plan cockpit que l'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent au cinéma. On n'y voit plus seulement le pilote en gros plan, mais également tout le reste, c'est-à-dire d'immenses espaces en arrière-plan, à gauche, à droite, au-dessus du cadre. Comme l'équipe du film a misé à fond sur ces plans cockpit ultra réalistes avec les acteurs à l'intérieur,
L'idée a donc été de construire le découpage des scènes d'action non plus entre les plans cockpit, mais également à l'intérieur même des plans cockpit. En soi, je trouve l'idée assez géniale et novatrice dans la grammaire du cinéma d'aviation, car ainsi, on joue moins sur le raccord par la coupe pour recréer l'unité spatiale et on insiste davantage sur la coprésence des éléments dans le même cadre. C'est ce qui aurait plu à André Bazin. Et si vous ne savez pas qui est André Bazin, ça tombe bien, je fais justement référence à sa théorie dans ma vidéo sur The Age à retrouver juste ici dans la description. Idée intéressante donc ces plans cockpit, mais attention, car en intégrant l'action dans le plan cockpit, on donne au spectateur non plus une action à appréhender, c'est-à-dire repérer le pilote concerné par l'action, qui est-il quoi, mais deux. Il s'agit de repérer le pilote et de relier les trajectoires des avions entre les plans en regardant à l'arrière-plan du cadre. Il faut savoir que la première chose que voit un spectateur de cinéma dans un cadre, c'est ce qu'il y a au centre. Donc, dans un plan comme celui-ci par exemple, il verra le pilote et seulement après, l'avion en arrière-plan. Ce dispositif de mise en scène est possible donc, mais il réclame un montage extrêmement aéré pour laisser le temps au spectateur de lire les deux informations présentes dans le cadre. Mais comme vous pouvez le constater dans Top Gun Maverick, tout va beaucoup trop vite. Le rythme du montage ruine le dispositif de mise en scène. À tel point que, parfois, je ne suis même pas sûr d'avoir chopé l'information numéro 1, c'est-à-dire, mais qui est le pilote dans le cockpit? Et oui, dans de tels plans, les pilotes paraissent très loin de nous et c'est parfois difficile de les différencier à cette vitesse de montage. D'ailleurs, je suis assez convaincu qu'ils s'en sont rendus compte au montage puisque le film opère régulièrement des raccords dans l'axe sur les visages des acteurs pour mieux saisir leurs réactions, mais aussi des fois tout simplement pour confirmer aux spectateurs qui ils sont. Et le résultat est assez laid, je trouve, car c'est comme si le monteur croppait dans l'image, parfois sous nos yeux, pour qu'on puisse identifier le personnage. Dans ces moments-là, ça rajoute aussi au montage une coupe supplémentaire et ça nous offre deux plans pour une même information, comme si le montage n'était pas déjà assez confus comme cela. Face à ce constat, je me suis posé la question, mais comment était monté le premier Top Gun? Parce que, malgré toutes ces limites techniques, j'ai pas le souvenir que les séquences d'action étaient aussi incompréhensibles. Alors je vous propose d'aller vérifier ça tout de suite. Pour tenter une comparaison en termes de rythme de montage, j'ai pris un extrait de cette séquence de dogfight située à la 28e minute du premier film. On remarquera que les deux films sont construits en miroir, surtout au début puisque la première séquence de dogfight de Top Gun Maverick se situe elle à la 34e minute. Franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi en termes de lisibilité, je suis beaucoup moins perdu. En tout cas, j'ai moins d'efforts à faire pour comprendre la géographie de l'action. Alors, jetons un œil au rythme du montage. Pour 10 secondes, on va avoir 9 plans. Donc un montage un peu moins rapide, mais quand même assez cut par rapport aux standards de l'époque. Donc, pas trop de différence par rapport à Top Gun Maverick a priori. Par contre, si je regarde les durées de plans, là, ça varie beaucoup plus que dans Top Gun Maverick. On alterne des plans relativement longs, de 2 secondes, parfois plus, et des plans courts ou très courts en fonction de ce que nous raconte la séquence. Comparé à la séquence de Top Gun Maverick donc, on pourrait dire que le montage ici est plus organique. Il module car il s'adapte davantage aux enjeux dramatiques de la scène. Résultat, eh bien on comprend mieux ce qui se passe à l'écran. Notez également que le fait que ces plans aient été tournés en studio les rendent certes moins réalistes, mais leur offre une plus large palette de valeurs de plans, notamment sur les visages. On a par exemple de très gros plans sur les yeux qui, combinés à des éclairages stylisés, intensifient les regards. Les couleurs sont aussi plus contrastées et on différencie mieux les personnages via leur casque. Mais il n'y a pas que ça. Pour compenser ces limites techniques, le premier film use de quelques tricks pour accentuer l'intensité et la lisibilité des combats. D'abord, avec les dialogues. Ils sont extrêmement descriptifs afin d'appuyer par les mots les trajectoires des avions que le montage construit lui par la force du raccord. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement irréaliste d'un point de vue militaire. Un instructeur de Top Gun raconte qu'on lui a demandé d'inventer une grande quantité de dialogues pour les scènes d'action du film, ce qui est très paradoxal car les pilotes sont formés pour parler de manière efficiente, c'est-à-dire très peu et avec précision. On a là un exemple frappant de comment la fiction prend le dessus sur le réel pour le bien du spectateur. On a également une gestuelle des acteurs intéressante.
Pendant les plans cockpit, les acteurs accentuent leur mouvement de pilotage pour clarifier les trajectoires des avions. Alors ça paraît rien comme ça, mais en réalité, ça accentue l'efficacité de la coupe et ça prolonge le mouvement induit par le raccord. Une technique de surexpressivité que l'on retrouve souvent d'ailleurs dans le cinéma d'animation qui compense son irréalisme par des effets de style qui grossissent les traits. Pour finir sur le surlignage du mouvement des avions, le découpage du film clarifie également les trajectoires par des effets de répétition, avec des avions qui vont successivement apparaître et quitter le cadre au même endroit plusieurs fois de suite, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, et rendre le visionnage plus simple pour le spectateur. Si on revient à Top Gun Maverick, on notera que les mouvements des avions filmés du cockpit sont assez peu exprimés par les mouvements du corps, parce que les corps ici ils sont véritablement figés par les lois de la physique et par les harnais de sécurité des acteurs. C'est donc du coup l'avion qui fait tourner le pilote, ce qui, en plan large, occasionne des changements constants de la ligne d'horizon. Alors, c'est spectaculaire, on va pas se mentir, mais au lieu d'utiliser ce plan avec parcimonie pour maximiser son effet, le film en abuse et finalement c'est l'effet contraire qui se produit. En fait, à trop bouger la ligne d'horizon, on désoriente un peu plus le spectateur qui ne savait déjà plus trop quoi regarder. On avouera tout de même que si les deux films comportent des différences importantes, ils font tous les deux le pari de la vitesse, comme si les séquences d'action devaient absolument être frénétiques pour être palpitantes. J'aimerais donc vous montrer un troisième et dernier extrait qui correspond mieux à la vision que j'ai d'un montage idéal concernant les séquences d'action aérienne. Cet extrait est tiré du film Devotion, sorti l'année dernière et réalisé par J.D. Dillard. C'est un film de guerre assez quelconque qui raconte le destin tragique d'un pilote afro-américain pendant la guerre de Corée. On y retrouve Jonathan Myers qui est décidément partout et Glenn Powell qui est décidément abonné au rôle de pilote puisqu'il joue l'insupportable Hangman dans Top Gun Maverick. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun avec le film de Kosinski puisque la production de Devotion a engagé le même coordinateur de cascade aérienne que sur Top Gun Maverick. Et franchement, c'est difficile à croire quand on voit le film parce que la mise en scène des séquences aériennes de Devotion n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec Top Gun Maverick. Si on analyse cet extrait qui nous plonge dans un combat entre les deux avions de nos personnages principaux et un MiG soviétique, on remarque d'emblée que le montage est bien plus aéré. Regardons ça de plus près. Ici, pour une séquence d'action de 1 minute, je suis sur une moyenne de 5 plans toutes les 10 secondes. Pour rappel, le rythme de Top Gun Maverick, c'était 10 plans toutes les 10 secondes et Top Gun premier du nom, 9 plans toutes les 10 secondes. C'est donc le jour et la nuit. Appréciez la lisibilité de la séquence, qui mise d'ailleurs assez peu sur les plans cockpit, à peu près un plan tous les 5 plans, mais bien plus sur la trajectoire des avions, filmés sur des plans longs de parfois 3 ou 4 secondes, là où les plans d'avion dans Top Gun Maverick sont réduits à de simples plans raccords de 1 seconde. C'est drôle d'ailleurs car la promo de Devotion était assez similaire à celle de Top Gun Maverick. Elle insistait sur le fait que de vrais avions avaient été filmés et que les acteurs avaient vraiment volé dans ces avions. Alors c'est pas faux, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en réalité, une grande partie des plans de cockpit ont été réalisés avec une version légèrement améliorée de celle du premier Top Gun, soit une sorte de volume placé dans un studio. Et le résultat est tellement convaincant qu'il est très difficile de différencier ces plans avec ceux tournés en situation réelle. À se demander si ça valait vraiment le coup de se faire chier à tourner 800 heures de footage dans de vrais F-18 pour Top Gun Maverick. Voilà, ça c'était pour les gros problèmes de lisibilité de l'action dans Top Gun Maverick. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous aussi vous avez galéré ou est-ce que je suis le seul à trouver ça problématique? Non, parce que j'ai un autre souci avec le film, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou même un commentaire, j'essaie de répondre le plus souvent possible. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur Top Gun Maverick, eh bien abonnez-vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur The Look of Pop et je vous dis salut les popistes.